Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur la Parole éternelle. Vous nous suivez à la télévision ou à la radio sur la 88.4 MHz. Vous êtes peut-être en train de nous suivre sur YouTube. Nous sommes la Parole éternelle et nous vous présentons tout de suite En Bonne Santé, votre magazine de la santé. Votre magazine aujourd'hui vous présente ou vous parle de la méningite. Comme d'habitude, nous parlons de certaines maladies et nous essayons de voir comment nous pouvons lutter contre, comment nous pouvons prévenir surtout certaines maladies et comment nous pouvons surtout traiter quand on est déjà malade. Nous en parlons et aujourd'hui, la méningite chez l'enfant nous intéresse. Alors, pour en parler, nous sommes avec Dr Christian Zeng. Vous le connaissez sûrement. Il est avec nous. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Maman Valentine et merci beaucoup. Alors, nous parlons avec vous aujourd'hui de la méningite exactement chez l'enfant. Est-ce qu'on peut savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'exactement la méningite? Alors, pour aller simple, la méningite c'est une inflammation, une infection des méninges. Alors, ces méninges, on les trouve au niveau du système nerveux central. Ça peut être au niveau soit du cerveau, soit au niveau de la moelle épinière. Mais généralement, la méningite, c'est au niveau du cerveau. Une inflammation. Inflammation. On comprend comment l'inflammation? Alors l'inflammation, c'est une réaction du corps. Je vais, pour nos téléspectateurs, lorsque quelqu'un se cogne à la tête avec un objet qui fait mal, après quelques minutes, on voit une petite bosse. Oui, donc c'est ça, c'est une inflammation. Donc Okay. c'est une réaction du corps vis-à-vis d'une agression extérieure. Alors les méninges gonflent, pour dire court. Oui, ils vont s'inflammer et c'est ce qui va faire que la personne maintenant tombe malade. L'enfant ou bien le nouveau-né ou le nourrisson tombe malade. Alors on parle de l'inflammation des méninges chez l'enfant. C'est quoi la cause exactement? Parce que à l'illustration, c'est peut-être on s'est cogné et le corps a réagi. Mais quand ce sont les méninges, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi exactement? Alors la cause, généralement, elle est d'origine infectieuse. Donc, on a les virus qui peuvent infecter les méninges ou généralement encore les bactéries. Mais nous, on va plus parler de la méningite bactérienne, c'est celle qui est fréquente. Okay. Alors, c'est quelque chose qui arrive à tous les enfants ou spécialement à un certain âge ou dû à une certaine peut-être autre maladie qui cause cela? Alors, généralement, les enfants qui sont intéressés, il y a ceux qui ont moins de 1 an. D'autres, c'est au-delà de 1 ou 2 ans, on peut arriver jusqu'à 5 ans, parce que l'enfant, quand il grandit, il devient plus résistant, plus fort. Il y a un autre paramètre aussi, c'est qu'il y a les infections de l'oreille moyenne, qui peut aussi, comme l'enfant est encore petit, on parle de la trompe de stage qui est un peu horizontale, qui favorise que le microbe quitte l'oreille moyenne et va en profondeur pour toucher les cellules du cerveau. Mais en moins de 5 ans, c'est souvent ceux qui sont... Il n'y a pas des... On apprend qu'il y a, par exemple, l'écoulement qu'on voit souvent à l'oreille qui est censé protéger l'oreille, s'il faut parler de ce cas-là. Le cérumen. Oui. On a le cérumen. Dieu est tellement bon qu'il a donné un produit qui est d'origine graisseuse qui empêche que des microbes ou même que certains objets puissent franchir. Mais quand malheureusement l'enfant tombe malade, ce n'est pas tout otite, hein? Ce n'est pas le sujet de l'émission. Certaines infections, c'est une porte d'entrée aussi. Qui peut être une porte d'entrée, ou même les voies respiratoires aussi supérieures. Les enfants sont tellement fragiles avec le climat, hein, il peut faire un syndrome grippal et le virus ou la bactérie passe par les voies aériennes supérieures, vont aller plus en profondeur et jusqu'à ce qu'elles puissent infecter le cerveau ou bien les méninges. Alors, il y a un risque, un gros risque alors, cette fois-là, quand l'enfant est atteint dans les méninges, c'est le cerveau et on sent déjà que ça fait peur quand on parle de méningite. Alors, la méningite, c'est une maladie grave. D'abord, c'est une maladie grave qui, si elle n'est pas diagnostiquée avant, va entraîner des séquelles. On va le voir dans l'émission. Alors, c'est mieux serait de la reconnaître très tôt. De la soigner très tôt et les enfants récupèrent facilement. Alors si je reviens encore sur les causes, donc quand on prend les bactéries, on a le pneumocoque qui donne la forme la plus grave et on a aussi le Neisseria meningitis, donc c'est un méningocoque qui donne la forme moins grave. Et généralement, le méningocoque, c'est tous les âges, mais le pneumocoque, c'est plus lorsque l'enfant a moins d'1 an. Ok.
Alors, cet enfant qui a moins d'un an, qui est atteint de cette maladie grave, vous avez déjà fait peur à une personne, Non. disant seulement que c'est une maladie grave. Oui. Mais comment est-ce que la mère, qui est la gardienne de l'enfant, régulièrement elle est avec l'enfant, elle saura que l'enfant a déjà la méningite? Ou est-ce que, parce que c'est une maladie grave, on attend voir directement la gravité par les signes et tout ça? Est-ce qu'il y a des petites choses qui montrent que l'enfant est déjà malade, les méninges sont déjà touchés? Alors les signes, au début, il y a la fièvre. D'abord, ça c'est un signe qui est patent. Et très souvent, malheureusement, les mamans vont donner le paracétamol, elle va croire que c'est la malaria. Oui. Et si ça évolue, il y aura d'autres signes. Un enfant de moins d'un an, il va refuser le biberon. Il ne va pas vouloir téter. Ah, il paraît que moi aussi j'avais refusé le biberon. C'était pas ça le problème. Oui. Donc c'est ça parmi les signes dans le refus. Il va commencer à pleurer, il va s'irriter. Donc il aura un comportement assez anormal que la maman va remarquer, la fièvre. Et comme il y a une structure ici qu'on appelle la fontanelle antérieure, chez les enfants, ça se ferme progressivement. Okay. Moins d'un an, c'est encore ouvert. La fontanelle ici, au lieu qu'elle soit un peu déprimée, quand le médecin, le pédiatre touche l'enfant à ce niveau-là, il y a comme une petite dépression. Oui. Mais ici, il y aura un bombement. C'est comme si ça gonflait, comme une bosse. Et ça, c'est pas bon. Et la maman on pense que c'est bon comme ça quand c'est gonflé, quand c'est fermé et tout ça. Oui, quand c'est fermé, avec le temps, 3 ans, 4 ans, ça se ferme. Mais quand c'est bombé et que l'enfant a moins d'un an, ce n'est pas un bon signe. Donc, c'est un signe d'une irritation, mais au niveau des méninges. Alors, à part ça, dans les cas graves, lorsque la maladie est en train d'évoluer, l'enfant va commencer même à convulser. Il va commencer à... Il peut avoir sécrétion de la bave, ou bien il commence à convulser au niveau des membres. Et même, il peut même perdre connaissance. Et on a vu des cas où l'enfant même tombe dans le coma. Et on l'emmène à l'hôpital en cas... Là, quand c'est avancé ou lorsque même en le stade est avancé. Là, il peut faire un coma et c'est à l'hôpital qu'on va faire tous les examens pour découvrir que l'enfant souffrait de méningite et éventuellement le traiter. Alors, commençons par le plus simple, c'est qu'on vit couramment, c'est la fièvre chez l'enfant. Est-ce que quand l'enfant a commencé la fièvre, parce que attention, on risque aujourd'hui de voir toutes les mamans à l'hôpital avec les enfants, parce que l'enfant a fait la fièvre, ils ont suivi. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre une fièvre normale due à une grippe, rhume et tout ça chez l'enfant et la fièvre causée par cette grave maladie, la méningite? Alors, nous, on est dans un milieu là où il y a le paludisme. La fièvre est là. Oui. Ce qui est bien avec le palu, lorsque la fièvre, c'est 38 degrés, légèrement 39, mais c'est généralement 38 degrés. Lorsque vous donnez un traitement antipaludéen, au bout de, déjà, surtout si c'est injectable, au bout de 1-2 jours, l'enfant va reprendre. Oui. Mais avec la méningite, ce n'est pas ça. Si la maman donnait son paracétamol à la maison, on soumettait l'enfant sous un traitement antipaludéen, c'est dans la ville, on injectait, et que la fièvre continue à se manifester, l'enfant commence à présenter des convulsions, il commence toujours à refuser, à pleurer, à avoir un comportement un peu bizarre, et même certains enfants, vous allez voir, ils ont des attitudes, c'est comme s'ils deviennent paralysés. Les membres supérieurs sont comme ça, sont très tendus. Là, ce n'est pas la malaria. Là, déjà, on est à un stade avancé, la maman doit vite prendre l'enfant à n'importe quelle heure, amener dans un hôpital de référence, c'est mieux de ne pas commencer à la pharmacie. Aller dans un centre de référence où il y a un infirmier qualifié, un médecin, qui va aussitôt qu'il verra, il va demander certains bilans qui vont orienter le médecin sur la méningite. Ok. Et donc, c'est une maladie aussi due à la négligence. Si l'enfant arrive à la gravité, on peut dire que la mère a été négligente. A été un peu négligente, elle a pensé que c'était un paludisme ou bien une fièvre typhoïde, elle a soigné, ils sont allés à la pharmacie, on a traité dans le centre du coin. C'est quand la maman voit que l'enfant commence à convulser, l'enfant perd connaissance, que là, elle se rend compte que c'est grave et elle l'emmène maintenant dans le centre. Alors, la petite difficulté aussi, c'est lorsque l'enfant fait un palu forme neurologique, c'est comme la méningite. Et là, très souvent, le médecin demande de faire une ponction lombaire. Alors, parlons de ce traitement qui est aussi je peux dire, c'est carrément de l'horreur pour la mère ou pour les parents. Quand on sait que l'enfant est atteint de la méningite,
on sait qu'on va faire une ponction, comme vous l'avez appelé, lombaire ou quoi. On sait que ça sera des traitements un peu plus forts. Est-ce que ça ne laisse pas aussi des séquelles à l'enfant? Si on peut commencer par le traitement, vous faites comment exactement pour récupérer l'enfant? Et est-ce que ce traitement n'est pas aussi trop fort jusqu'à laisser des problèmes, d'autres problèmes à l'enfant? Donc, lorsque la maman mène son enfant à l'hôpital, le médecin l'examine, on fait certains examens cliniques et surtout au niveau de la tête, on essaye de plier le tronc de l'enfant vers les membres inférieurs. Vous allez voir, pour le grand enfant, il y aura une certaine raideur. C'est comme si c'est très dur ici. Dur, oui, au niveau du cou. Certains autres enfants, toujours le grand, quand vous essayez de plier le tronc sur les membres inférieurs et vous maintenez ces membres inférieurs en extension, sans le vouloir, l'enfant aura tendance à plier. C'est un signe que là, vraiment, on est en phase de méningite. Alors, pour savoir quelle est la cause, est-ce que c'est un virus ou une bactérie, là, toujours le médecin demande une ponction lombaire au niveau L4, L5, ou même chez l'enfant, c'est jusqu'à L3, troisième lombaire. On fait la ponction lombaire. Déjà, l'aspect va nous indiquer que si la pression est normale, et on va prendre le liquide céphalorachidien qui est au niveau du cerveau, mais qui descend aussi au niveau de la colonne. Oui. OK? Et on prend ce liquide, on envoie au laboratoire. Le laboratoire va vous dire il n'y a pas une normalité. On peut voir même des anticorps morts dans la colonne, liquide céphalorachidien. Oui. Alors le médecin, quand il voit ça, c'est dans les heures qui suivent, on lui dit non, c'est tel microbe, tout ça. Alors le médecin va soumettre l'enfant sur une forte antibiothérapie. On peut faire une bithérapie, les médecins savent. Et très tôt on commence, moins qu'il y aura de séquelles. Lorsque maintenant la maladie a largement avancé, que l'enfant a la paralysie, perd connaissance et que la maman ou le papa a traîné avec l'enfant, c'est là que même après traitement, l'enfant peut avoir des séquelles, comme la perte de l'audition. Oui, ou bien retard psychomoteur. C'est un enfant qui ne va plus bien évoluer sur le plan de l'intelligence, il ne va plus bien apprendre. D'autres même, les membres inférieurs sont paralysés. C'est un enfant qui ne saura pas très bien marcher. Oui, les parents sont venus malheureusement en retard à l'hôpital. Alors, vous avez peut-être connu ces cas. Est-ce que vous avez vu un enfant en cas peut-être très avancé, grave de méningite, être récupéré totalement? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, quand il y a les séquelles, ce n'est pas facile parce qu'après, on va d'abord combattre l'infection. On donne les antibiotiques et puis l'enfant guérit. Maintenant, les séquelles, c'est que si ce sont des séquelles qui sont avancées, c'est la kiné. Et ça, ce n'est pas facile pour récupérer. Il faut un centre. Et à mon expérience, souvent, certains ne récupèrent pas. Alors, si on sensibilise mieux, comme dans l'émission ici, si on prend en charge très tôt, on ne va même pas arriver au niveau des séquelles. On a vu, dans notre expérience, certains enfants bien évoluer. Après un traitement de 2 semaines, l'enfant récupéré spectaculairement et les parents sont très contents. Oui. Et parlant de la méningite, j'ai comme l'impression que c'est une maladie propre aux enfants. Pourtant, dans la cité, on a appris aussi qu'il y a, par exemple, un adulte du coin qui a été atteint de la méningite. Est-ce que c'est une maladie qui est spécifiquement, qui n'attrape que les enfants, ou est-ce qu'un adulte aussi, par je ne sais pas quoi, peut attraper la maladie? L'enfant est en croissance, l'ubiquité, disons la trempe stage qui est horizontale, sont des faits qui facilitent que l'enfant qui fait des infections respiratoires peut faire la méningite. L'adulte, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. En quel cas? J'ai connu d'ailleurs un confrère qui avait fait une méningite tuberculeuse, d'origine tuberculeuse cette fois-là. Wow. Donc c'est deux maladies qui vont ensemble. Oui, parce qu'on parlera de la tuberculose si le temps nous permet. Ça c'est une tuberculose extra en dehors des poumons, mais c'est rare la méningite de l'adulte. Mais il y a aussi un autre élément, l'affaiblissement du système immunitaire chez l'adulte. Cette fois-là, en troisième âge ou... Troisième âge, oui, ça peut arriver, mais oui, effectivement. En troisième âge, mais je prends plus l'affaiblissement du système immunitaire des patients qui font l'infection au sida. Ok. Ces personnes-là, leur système qui est affaibli peut faire aussi des méningites. Et je ne dis pas que dans tous les cas des méningites de l'adulte, il y a une notion de sida.
le médecin, par expérience, lorsqu'il trouve une méningite chez l'adulte, il fait aussi un check-up pour savoir comment est le système immunitaire. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a affaibli? Donc, lorsque le système immunitaire chez l'adulte est affaibli, il peut faire une méningite, mais c'est vraiment rare. C'est plus l'enfant. Alors, plus l'enfant, et l'enfant qui est vulnérable, comment est-ce qu'on peut prévenir la méningite? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour que l'enfant qui est déjà, par exemple, prédisposé à attraper, qui a déjà des problèmes dans l'ouïe, des problèmes, on voit déjà des petits signes, est-ce qu'on peut éviter à ce que ça soit vraiment la méningite? Alors, il y a d'abord l'hygiène. L'hygiène nous permet de lutter contre beaucoup de microbes. Et surtout, lorsqu'on a des enfants qui présentent le rhume et qu'on a plusieurs enfants, je sais que ce ne sera pas facile, on doit essayer d'isoler les autres malades pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Et malheureusement, il y a aussi le vaccin. Dans les pays développés, il y a des vaccins contre la méningite qu'on donne pendant le calendrier vaccinal pour que l'enfant ne puisse pas faire la méningite. Alors ici chez nous, on peut espérer aussi qu'il y a... Le vaccin peut arriver, mais on doit renforcer l'hygiène. Se laver les mains avant de toucher le bébé. Lorsque même l'adulte est malade, éviter de toucher l'enfant. Parce qu'on peut prendre un germe qui est bénin chez nous et emmener chez l'enfant. Et l'enfant, comme il a encore une immunité faible, il peut tomber malade et le germe arrive au niveau du sang et jusqu'au niveau du cerveau et franchir la barrière, on dit la barrière hémato-encéphalique au niveau du cerveau et contaminer maintenant les méninges et l'enfant fait la méningite. Donc il faut améliorer les conditions de vie, l'environnement, l'hygiène. Et en cas de tout fièvre suspecte, résistante aux antipaludéens, emmener l'enfant à l'hôpital. Mieux vaut prendre en charge, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Alors, nous sommes en train de parler de la méningite chez l'enfant. On apprend aujourd'hui que c'est une maladie grave. Peut-être que dans la cité, on pouvait se dire que c'est rien du tout. C'est quelque chose qui arrive ou qu'on peut soigner ou guérir avec les feuilles de grand-mère, les remèdes de grand-mère. Mais la gravité, elle n'est pas à négliger. C'est une maladie qui peut être aujourd'hui peut-être faiblement représentée et à la longue créer des graves problèmes sur l'enfant. Alors, est-ce que c'est une maladie contagieuse? Est-ce que le petit garçon, la petite fille qui est déjà, ou le nourrisson qui est déjà atteint peut faire transfert de la maladie sur son frère, sa sœur avec qui il vit? Bon, à notre connaissance, ce n'est pas comme les autres maladies contagieuses. Seulement, le germe qui a contaminé notre enfant peut transmettre une autre maladie, par exemple une grippe à l'autre. Mais la méningite, ce n'est pas comme le choléra ou bien l'Ebola. Non, non, ça ne s'attrape pas comme ça. Il faut... c'est une question aussi difficile. Il faut faire des études aussi sur ça, mais ce n'est pas une maladie contagieuse. Seulement, la première maladie qu'a fait l'enfant, comme une rhinite, comme une otite, ça peut être contagieux. Si l'enfant n'est pas bien lavé, pas bien nettoyé, tout ça, il peut contaminer son ami. Reste à savoir si son ami va faire la méningite, pas nécessairement. Les rhinites, les grippes, la grippe se transmet d'enfant à enfant. Donc il faut vraiment renforcer l'hygiène, les mesures barrières, laver les mains, se protéger avec les masques. Vous voyez que le Covid nous a amené quand même des bonnes manières sur ce point-là. C'est important. Alors, il y a des petites choses que l'on peut faire. Il y a aussi des petites choses que l'on doit éviter dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Qu'est-ce qu'exactement la mère peut éviter sur l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant ne doit pas exactement faire pour éviter de tomber malade? S'il faut y aller sur des termes médicaux, ça sera compliqué. Mais est-ce dans la vie courante, il y a des choses exactement que nous ne pouvons pas faire, des habitudes que nous devons laisser pour éviter à ce que l'on tombe malade? Alors, la première habitude, c'est ce que Covid nous a enseigné avant de toucher, même avant de manger, avant de toucher un enfant, se laver les mains. Avant d'allaiter aussi? Oui, c'est important. Et éventuellement pour le sein, la femme, elle a un liquide qu'elle sécrète au niveau du mamelon déjà qui peut laver la tête du sein. Ça, c'est le bon Dieu qui nous a aidés. Mais la maman doit laver ses mains. Même lorsqu'on doit porter l'enfant, celui qui doit venir pour porter l'enfant doit se laver les mains. Ça ne fait pas trop?
Bon, ça fait trop, mais mais c'est une bonne habitude. Quand on voit les pays très développés au nord, tout ça, ils le font, et le taux de méningite ou bien des infections, des mains sales, baisse. Diminue, Oui. oui. Il faut aussi améliorer notre environnement. Là où je jette mes déchets, je dois les trier et bien les évacuer, que la mouche ne puisse pas être là-bas et puis venir encore dans la maison pour contaminer le pain. Il faut renforcer, et surtout pour les bébés, les tout petits, il ne faut pas que n'importe qui les prenne. Il faut s'assurer que c'est une personne qui a bien lavé ses mains, qui est propre pour prendre le bébé. Alors on voit cela, on se gêne un peu de dire à l'autre de ne pas donner des bisous à l'enfant. Voilà. Un beau bébé qui a besoin d'être pris, il attire toujours l'attention de tout le monde et les bisous à tout moment. Comment dire à l'oncle de ne pas donner bisous à l'enfant? Et tout ça, c'est ça qui crée des problèmes. Quand on est trop respectueux, c'est très bien d'ailleurs, on évite qu'on blesse l'autre, mais en attendant, c'est cet autre-là qui peut créer des problèmes à notre petit enfant. Alors protéger ou protégeons nos enfants, nos nouveau-nés, nos nourrissons. Soyons ouverts d'esprit, hein, chère mère, si les signes que l'on nous a énumérés ici sont visibles chez l'enfant qui fait des fièvres à tout moment, ma fièvre il faut déjà ouvrir les yeux et voir qu'est-ce qui est à la base. Alors, il y a un autre problème que nous devons éviter, peut-être on peut en parler en passant et en finissant cette émission, c'est l'automédication. Quand on voit que l'enfant a commencé à faire des fièvres à répétition, on a cette bouteille d'anaflamme dans la maison et on ne fait que flanquer à l'enfant. Est-ce que l'automédication peut aussi accélérer, causer des problèmes ou ça aide carrément à résoudre le problème? Alors l'automédication, ce n'est pas à conseiller parce que à la cité, on ne sait pas quel est le germe qui cause la maladie. Et l'automédication, en cas même de méningite, c'est que ça peut désorienter le médecin. Ok. Oui. Quand on a donné beaucoup de produits à l'enfant. On peut donner un analgésique, un médicament pour baisser la fièvre. Bien que l'enfant a convulsé, le médecin reçoit l'enfant. La journée qui suit, l'enfant ne fait pas de fièvre. Okay. Mais il est quand même malade. Mais il est malade. Il se dit, bon, comme il n'a pas fait de fièvre, c'est bon. Mais un médecin ou un infirmier rodé, il dit non docteur, mais il a convulsé, il y a une raideur, tout ça. On parle de méningite décapitée. On a traité la fièvre, ça agit pendant 2-3 jours. L'enfant ne fait pas la fièvre, mais la maladie évolue. Ça voile la maladie. Oui. Dans l'automédication, c'est mauvais, c'est dangereux. Et là, on a vu avec vous, quand on le diagnostique tard, il y a des séquelles et l'enfant reste un problème pour la société. Donc, je n'encourage pas l'automédication. Très décourageant, ces propos. C'est quelque chose qui nous aide à ne pas commettre des erreurs, ne pas prendre en charge soi-même son enfant. Je ne sais pas comment le dire dans des termes un peu plus simples. Automédication, c'est que ushipatie mtoto wako dawa we moya. Unaona que mtoto anaanza kufanya mafièvre, we moya mwile minute unatokelea munganga, unakuwa infirmière, unakuwa médecin, unaanza kupatia mtoto wako madawa ili unaona que itasaidia. Ne faisons pas ça. Oui, parce que ça ne manque jamais quand on a un bébé. Alors ne faisons pas cela. Si on voit que les fièvres sont à répétition, l'enfant peut arriver même à convulser, faisons un effort pour ne pas arriver à la forme la plus grave de la maladie. Allons consulter dès le matin, peut-être que ça a commencé la nuit. Allons vite consulter et on nous conseille aujourd'hui d'aller dans le centre de référence, là où on peut avoir une bonne prise en charge et éviter les pharmacies du coin de la rue. Alors, on va finir par un conseil médical. Vous êtes une bouche autorisée sur ce problème de santé et vous pouvez peut-être dire un mot à une femme peut-être qui a constaté ou qui a négligé un certain petit problème de santé qui a commencé chez l'enfant et qui peut peut-être arriver à la gravité. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un aujourd'hui? Alors maman, papa, vous qui nous suivez sur le média, la méningite est guérissable. Elle est guérissable si elle est diagnostiquée très tôt et si elle est prise en charge aussi très tôt. Alors nous vous conseillons, maman, observez bien vos enfants. Il peut faire une fièvre, 1 ou 2 jours ça passe, mais lorsque la fièvre est persistante, malgré le traitement antipaludéen qu'on donne, et que vous remarquez que l'enfant commence à convulser, qui fois, va aller directement à l'hôpital, un hôpital de référence. Vous allez rapidement, là on va vous aider, on va prendre en charge l'enfant. Évitez de traîner avec les enfants à la maison. Même un enfant de 5 ans, venez à l'hôpital, il y a des médecins, il y a des infirmières rodées
qui vont vous aider pour éviter que les enfants puissent souffrir des séquelles. Donc la méningite est traitable et guérissable. Oui, traitable et guérissable, rien à voir avec la sorcellerie. Non. Alors, c'est surtout nous chrétiens qui prenons tout à l'envers. Oui. Allons à l'hôpital, amenons nos enfants dans les centres de consultation, dans les centres de santé ou dans des hôpitaux où on peut bien les prendre en charge et évitons de résoudre le problème à notre niveau. Voilà. Quelle que soit la gravité du problème, il peut être résolu et le Seigneur est toujours là pour accompagner notre intelligence à bien faire les choses. La science nous aide, mais la main du Seigneur vient résoudre le problème. Alors, à vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez à la Parole Éternelle radio ou à la télévision, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez intervenir, poser vos questions aux médecins avec qui nous sommes aujourd'hui. Avec le numéro qui affiche au bas de l'écran, ça va vous aider à nous contacter 081 47 16 106 par WhatsApp ou par SMS. Vous posez votre question et à l'émission prochaine, on pourra toujours répondre à votre question sur le sujet du jour, bien sûr. Alors, merci à vous, docteur Christian. Je rappelle que vous êtes médecin ici à Lubumbashi et ouvert surtout à tout le monde. Vous avez besoin de le contacter. Vous pouvez toujours passer par la Parole Éternelle pour joindre docteur Christian Zeng qui va vous aider à résoudre votre problème de santé ou à répondre à vos questions. Et surtout, merci à vous qui nous avez été fidèles sur la Parole Éternelle radio, à la télévision ou sur YouTube. Restez branchés sur la Parole Éternelle et donc les programmes vont continuer en votre faveur. Au revoir et à la prochaine.